Ok, là on est bon. Voilà, contrôleur, un historique vide et sécurisé. Parce qu'on fait de la sécurité. Donc on a dit que tu voulais que je fasse un telnet mapski pour voir. Ouais, Waouh. mapski.me. Allez. Tu vas voir, c'est magnifique. On m'a envoyé ça. Et alors moi j'étais à la montagne. J'avais pas beaucoup internet et Google Maps il mettait 20 ans à charger. J'ai booté mon laptop. Je me suis connecté sur mapski.me et là j'avais une carte de là où j'étais. J'étais dans les Pyrénées. Oh putain, ça prend le curseur en. Ouais, tu peux cliquer scroll. C'est trop bien fait. Honnêtement, je savais pas que Telnet pouvait du coup choper les clics du terminal pour les rebalancer en remote. Enfin, pour moi, c'était juste un pipe. Pour moi aussi. Enfin, c'est un peu plus que ça, mais je pensais pas. Parce que là, tu vois, si je clique et que je déplace, ça envoie pas de signe. Enfin, ça doit envoyer un signal d'une certaine manière. Oh, quelle angoisse. Qu'est-ce que ça dit 8 bits, les opérations, disable, escape director, specify. Slash mouse. Non, non, hein, pas mouse. Ok, slash drag. Pas drag. Slash signal. Là. Je fais n'importe quoi. Slash signal. Sense de Telnet, GA, go ahead séquence non. Significante non. Non, bah falloir le lire en entier parce que là je suis assez. Enfin, en vrai, c'est pas Netcat, c'est Telnet. C'est quand même un truc d'administration remote. Mais je pensais vraiment pas que ce soit si. Eh ben, je savais pas non plus. Et en plus, tu peux aller super en détail, parce qu'en fait, il se base sur les dessins sur OpenStreetMap. Et donc, bah, tu vas trouver, tu peux aller jusqu'au nom de rue, tu peux voir le découpage des bâtiments et tout. C'est trop cool. C'est incroyable. Et le Paris. Oh, gros, c'est incroyable. Mais oui, tu vois tous les petits chemins. Alors, j'avais vu qu'il y avait des options pour mettre. Oh, ça a die. Pour mettre des trucs en couleur. Ah ouais? Ouais, attends, escape caractère is ça, ok. Je peux le temps de lire le début. Tu m'entends encore? Oui, je t'entends encore. Putain, j'ai eu peur qu'il y ait un gros. Et sur le stream, tu bouges aussi. J'arrive pas à contrôler C. Attends. J'ai pas vu ce qu'il disait que là. Je sais plus si c'est échappe. C'est un comment. Enfin, c'est un. C'est. Contrôle. Ça. Ok, c'est ça. Et là, au Telnet. N'importe la séquence dans un TMUX, ça a l'air de tout péter quand même. C'est pas grave. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire le kilo. Kilo, hop. Et si on fait ça comme ça, Telnet sans le TMUX, et on peut quand même se balader. C'est grave cool, hein. On est endroits qui sont un peu plus vite que d'autres, faut croire. On va être endroits qui sont clairement plus vite que d'autres. C'est dingue. Ok. Donc, c'est intéressant. Projet, il est trop cool. Ouais. C'est assez brain confusing. Donc t'as raison, drag and drop, point of interest in education, customizable layer styling, ok. On peut mettre des vector tiles. Faut qu'on mette des cartes de rando avec ça. Ouais, tu prends les cartes IGN. Offline, ok. 100% pur JavaScript. Quoi? Oui. Ok. Il y a des gens qui aiment bien se flageller. Pourquoi pas en vrai, hein, s'il interagit principalement avec du JSON. Ouais. Yeah. Le suivant, c'est Biton. C'est rigolo. Parce que le nom, il est marrant. Et c'est un mec qui a fait un truc un peu cursed pour les aficionados de Python et un truc que tout le monde aurait voulu pour les gens qui viennent d'autres langages. C'est Python mais avec des braces. Donc tu fais, au lieu de faire if tabulation, tu fais if ta condition braces comme dans beaucoup d'autres langages et notamment le C. Donc si tu peux scroll un peu pour voir. Excuse-moi, j'étais sur les niveaux musique. Alors juste là, t'as une définition de fonction avec des braces, t'as une belle boucle for avec des braces. Celle-là, on la voit vraiment ressortir à tous les 1er avril.
Bah écoute, moi j'aurais bien aimé que ce soit ça quand j'ai commencé Python. Mais bon, après on finit par s'y faire. Mais alors là, Oh, je sais pas, du pour du contre en vrai. Hein. les grands fans de Python vont dire, mais alors comment tu définis les dictionnaires? Bah tu utilises juste le constructeur dict et tu embêtes pas les gens avec. Tu les laisses tranquilles. Et pourquoi rajouter des points-virgules à un programme qui n'en avait pas besoin? Non, par contre, il y a un truc qui serait cool, c'est que si t'as ça, t'as plus d'utilité au espace versus tabs. Donc en vrai, tu peux gagner en concision, tu peux t'en foutre un peu de la forme, t'as plus de problème de mixed white space, mais en vrai, ça a non problème. Oui, oui, c'est pas particulièrement embêtant. Team tab ou espace, toi? Bah moi j'utilise la touche tab évidemment, mais ça met des espaces et j'en utilise 4. Parce que en fait j'avais une norme dans mon école et si tu passais pas la norme oui, t'avais... ben t'avais pas les points, donc 4 espaces. Pour moi, la bonne convention, c'est celle du projet dans lequel tu débarques. Ah, ça, bon, non, il y a des conventions dégueulasses, quand même. Mais de base, juste coller au coding style qui est déjà en place, c'est pas mal. Il y a un truc qui est pas acceptable, c'est quand tes tabulations elles font 3 de largeur. Ah oui, non, ça c'est... T'es pile entre 2 et 4, pourquoi pas avoir choisi l'un ou l'autre? Chaos inside. Il y a des gens comme ça. Moi je mets des tabulations, elles font 7 de taille. En soi, on pourrait tabuler avec des emojis pastèques ou bombes. Ouais, ou alors on pourrait ne pas. Putain, tu tabules avec des roses, attends. J'ouvre un VS Code dans un endroit safe. J'ai besoin de me le représenter pour voir à quel point c'est ignoble ou pas. Bah déjà, faut que ton langage il le supporte. Ouais. Oui, non, mais après, tu peux faire un truc qui fait une passe de pré... Putain, c'est vrai que les linters, ils vont gueuler. T'as raison. Maintenant que tu le dis. Parce qu'en plus, les emojis, c'est du Unicode et ils font plusieurs bytes et tout. C'est relou quand même, non? Ça va. Attends, en vrai, j'ai envie de regarder, mais faut que je trouve un bout de code. Si, ok. Hop, bypass. URL parser, SRC et pas payload et... Vas-y, je vais pas le faire. Je sais pas ce qui se passe. J'ai des bouts de... Si, ok, je vais le faire quand même. Chop. Attention. Mais non, vous ne m'avez pas perdu. Ça arrive tout de suite. Ah putain, ok, vous m'avez perdu. Mon VS Code fait n'importe quoi. Je voulais pas faire ça. Vas-y, prochain article, chef. Je voulais tenter un truc, mais c'est... J'ai une coquille. Mon VS Code qui s'est suicidé 2 fois. Ce sera sans VS Code. Ça arrive. À qui c'est jamais arrivé? Ultra chaud. Le prochain article, c'est le titre qui m'a complètement hook. Booting Linux off Google Drive. Il l'a fait. Donc c'est une personne qui dit la compétitivité c'est un de mes vices. C'est la première phrase de l'article. J'ai un ami qui a réussi à faire booter un Linux sur un file system NFS. Donc il fallait que une collègue pardon, il fallait que je la batte. Donc il fallait que je fasse quelque chose de plus dur, mieux, plus rapide et plus strong. On verra que rapide c'est pas du tout le cas. Donc harder, better, faster, stronger. Tu m'étonnes. En vrai là c'est bigger. Ouais. Harder peut-être, sûrement. Harder oui c'est sûr et certain. Bah, il a quoi? Il a réimplème tout un FS avec pour back-end du G Drive. Alors, en fait, il a repris le booting process de Linux et il l'a pris dans l'ordre. Il y en a dont il pouvait pas se débarrasser, donc obligé d'avoir un bootloader qui va charger un kernel. Ouais. Putain, t'imagines, si t'as pas ça, ça veut dire qu'il faut que dans... Ouais, non, t'as obligé d'avoir un bootloader. Ça, t'es obligé de l'avoir. Il te le faut pour avoir un système qui va te booter une stack TCP quelque part, plus un système de chiffrement pour pouvoir aller taper le... Exactement. Bah ouais. Exactement. Bah là si tu scrolles un tout petit peu, il explique d'abord The Linux Boot Process. Donc juste en dessous encore. Ouais. Il dit, voilà, le BIOS,
il charge le bootloader. Le bootloader, il va charger ton kernel. Le kernel, il va créer un file system temporaire dans la RAM. Et après, ce file system temporaire, dedans, il y a des bouts de trucs sympas qui vont aller charger le vrai file system. Et après, il lance init. Donc, il y a des étapes qui sont étranges, mais dont il va se servir pour justement aller charger le vrai file system qui est à un endroit un petit peu bizarre. On va le voir, c'est Google Drive. Donc après, donc il parle de son POC, il commence à décomposer un peu, beaucoup, jusqu'à arriver à un moment où il arrive à charger justement une stack TCP et à aller télécharger des données sur un S3. Donc à charger un file system sur un S3. Donc à partir du réseau. N'hésite pas à me dire si tu veux que je scrolle un peu plus bas, un peu plus haut, mais en tout cas, Bracket pour se faire son petit système de NitRAMFS. Ouais, tout à fait. Après, donc tu descends encore un peu. Ouais. Mode prop Fuse pour le driver, donc il a implémenté via Fuse son driver qui repose sur... Il y avait déjà quelque chose et il a réimplème. Alors il a fait un peu des deux. En gros il a trouvé un projet bien entamé mais pas fini. Et il a ajouté des petits bouts de trucs à lui pour réussir à aller charger... en fait, non, il a pris un bout de projet à lui qu'il avait commencé, qui servait à aller charger un file system sur un S3, mais c'était plus, c'était une fois que tu avais un Linux booté et tout ça, tu pouvais aller, en fait, tu avais le connecteur kernel qui pouvait aller chercher des données sur un S3 et avoir du dépôt de fichiers, retrieve de fichiers, etc. Et donc le tout automatiquement fait comme un file system normal. Les gens vraiment... Le projet est trop cool. Est-ce qu'il donne le temps que ça a pris à booter ? À partir du moment où il dit Google gets involved, alors avant ça je crois que c'était 3 minutes, un truc comme ça, sur son S3, ce qui est cool. Dès qu'il a commencé à ajouter des trucs sur Google Drive, donc ce qui arrive un petit peu en dessous, encore un petit peu, il a dit dès qu'on est arrivé à Google Drive, on s'est emmerdé infiniment. Tu m'étonnes. Il a dit que le plus compliqué en fait c'était de tester, parce que pour chaque test, il mettait au minimum 5 minutes avant d'arriver à un premier point de crash. Et il y a des fonctionnements dans init, donc lui il utilise Arc. Dans le init de Arc, il y a des systèmes qui fonctionnent très bien quand ça va très vite et qui fonctionnent pas bien du tout quand ça va pas vite du tout. Ok. Donc en gros là ici le problème c'est il y a l'impact sur certaines dépendances qui vont faire ramer littéralement l'intégralité du boot. Ouais, exactement. Et donc si tu scrolles, Link, comme il dit, il est vraiment des fonctionnalités qui n'existent pas en équivalent. Les symlink et les hardlink ça marche pas, donc il a été obligé de tout faire à base de mount. Comment ça les symlink ça marche pas ? Ouais, il y a pas de... T'as pas moyen de faire un lien dans un GDoc, genre créer un... Les symlink fonctionnaient, mais les symlink de symlink ne marchaient pas. Ah oui, ouais, en effet, tu vas avoir un... Ouais. Et pour toute la partie des libs, c'était impossible, parce que les libs c'est que des symlink de symlink, donc il a rien réussi à faire, à part avec du mount airbind ou un truc comme ça, jusqu'à arriver à un moment où il a eu son petit prompt Arch Linux login. Il a tapé son user mot de passe et ça n'a pas fonctionné. Oh no. Problème de timing, parce que c'était beaucoup trop lent. Ouais, bah ouais. Mais heureusement. Non. I'm so close to victory, I can taste it, just have to increase another timeout, login timeout. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si tu t'es pas login au boot pendant trop longtemps, alors ça die ? Non, je pense que c'est le ah ok, c'est le process de temps de verrouillage ou hashing, la procédure login. Ouais. C'est ça. Je pense que c'est ça. Ouais.
Et donc après il a dit bon bah c'est super cool, je l'ai sur une petite machine. Maintenant j'ai envie de le faire sur un vrai laptop. Donc il a pris un vrai laptop, il a tout balancé dessus et à la fin il dit voilà j'ai un cloud native computer. C'est barbare. Voilà. Rien, S-Raw, il n'est pas de le mix. Ah, c'est beau, hein. Ouais. Donc moi je trouve qu'il a fait mieux que booter un Linux sur un FS NFS. Oui. Ah oui, Bravo. Clairement. mais putain, ça doit être un délire. Après, c'est un peu un rêve, tu vois, t'as ton arborescence, tu peux te balader. Enfin, pas avec Gdoc, enfin, pas avec Gdrive. D'avoir un petit système où tu puisses avoir ton file system exposé en remote facilement sur une un petite S3. web UI sympa. Pourquoi il s'est pas arrêté au S3? Parce que ça a déjà été fait, donc à quoi bon finalement? Qui m'embête. Ça a déjà été fait. Ah, il faut plus, il faut toujours plus. Eh ben belle. Qu'est-ce qui serait le next level encore plus farfelu? Parce que là c'est du cloud provider. J'aurais bien un système mais en stockage d'images. C'est comme ça t'as en plus une passe de encoder ta donnée dans les images, la décoder pour la récupérer. Et ça, pareil, tu peux l'embed dans le bootloader et du coup, tu pourrais avoir, je sais pas, un booting Linux from 4chan. Ouais. À base d'images. YouTube, c'est un stock et des stocks. Par contre, la compression vidéo derrière, ça va être le bordel. Sur tous les sites sur lesquels tu postes tes trucs, là, tous les Mediafire, tous les. Mega upload. Ouais. Backzen. Ah, alors, celui-là, il est trop marrant. Pi 0. Celui-là, il est trop marrant. En gros. Dis-nous tout. Alors, le gars, je le connaissais pas du tout avant. Mais en gros, c'est un gars qui fait des devices électroniques. Et je pense qu'il fait une fixette sur la marque BlackBerry. Parce que là, si tu scrolles sur l'image, regarde bien l'image, il a des claviers BlackBerry. Mais ces claviers BlackBerry, c'est pas des claviers, c'est pas des claviers démontés d'ordi et tout. En fait, le mec, il a un site, il a une chaîne YouTube et tout, et il reproduit des mini claviers BlackBerry. Et donc, tu peux avoir un demi BlackBerry, c'est-à-dire un BlackBerry sans l'écran. Et donc, tu as un clavier Bluetooth qui est le même clavier que les claviers BlackBerry, donc minuscule. Il dit que lui, il a commencé à faire ça parce qu'il avait des difficultés quand il allait bosser sur plusieurs machines dans son entreprise, parce que des fois il arrivait avec le clavier, il se branchait, ça marchait pas et tout. Ouais. Là, il arrivait juste avec son petit clavier Bluetooth, il se connectait et il avait son petit clavier et lui il écrivait apparemment. Une Game Boy, la Raspberry avec les deux petites batteries à l'intérieur, le clavier recyclé, un coup de 3D printing. Mais oui. Oui, comme tu dis, mais oui. Voilà. C'est ton Tamagotchi, sauf qu'il peut hacker. Voilà, c'est ton Tamagotchi et dedans t'as une petite Kali. Et donc regarde en bas t'as une petite vidéo de démo. 0 Ouais. 0, tu fais pas tourner grand chose dessus. Kali, en vrai tu te mets un terminal, tu fais tout en terme. Oui. Mais tu regardes, il y a une vidéo qui est sur YouTube, je crois que c'était le lien qui était au-dessus. C'était Introduction vidéo ou un truc comme ça. Si tu veux regarder une vidéo streamée d'un browser dans un browser, on peut essayer, mais ouais, souvent ok. On peut essayer. Choupe. Mais après, bon, 4 minutes sans le son. Ouais, non, mais juste tu cliques sur les moments où il y a beaucoup de. C'est un beau bébé. Je le voyais plus petit avec les. T'as raison, on peut faire ça. Là, tu vois, il a son. Il est mignon. Il est quand même très mignon. Il a son joli terminal et à la fin. À la toute fin, il fait même une petite démo. Il a mis un émulateur. Et il joue avec son clavier sans fil qui est le clavier derrière là-bas. Il joue à un jeu sur la Game Boy. Un émulateur de Game Boy dans un Linux sur une Raspberry Pi 0. Ok, je suis surpris que ça passe, mais... Ouais, non, si tu me avec ça qu'avant, ça ne rend pas grand-chose. Mais elles ont été boostées, les Pi 0, en affichage graphique. Pour moi, ça, en graphique, c'était vraiment la misère. Ou alors il a mis un kit... Je sais pas du tout, j'en ai pas. Ok. Bon, j'en ai une pour du Sally, ça va, et pour plus, bon. Déjà, tu prends le temps de compiler tes paquets et tu mountes une grosse clé pour compiler le moindre truc, mais... Eh bah, très chouette, mais vraiment, la petite case, trop fan. Trop fan. Ouais.
Et puis en plus, bah, il fait la petite démo, t'as tous les plans, t'as tout le hardware. Ah ouais, c'est cool. En Non, ça projet du c'est dimanche, sympa. C'est joli. juste le clavier, faut l'acheter chez lui. C'est con, hein. Bah bon. S'il y a tous les plans, il y a tous les modèles 3D, tu peux faire une case alternative et Ouais. ouais. Alors après, il y a eu récemment OpenAI qui a ouvert qui a sorti les structured outputs, donc qui permettent à partir de l'API de sortir des outputs avec un format de données un peu plus sympa, genre du JSON, du HTML, des trucs comme ça. Et donc il y a un gars qui s'est dit bah vas-y, je vais utiliser GPT-4o pour faire du web scraping. Ouais. Et donc il est parti d'un besoin où tu vas pouvoir scroller jusqu'à avoir un tableau où il y a des petites données météo et tout ça. Il s'est Comme ceux dit, qu'on fait moi je veux l'énorme passer ça. passe de reverse avec Gemini là. Moi Ok. je veux passer ça et je veux sortir un tableau dans lequel je saurai à peu près quelle sera la météo chaque jour, à quel pourcent de précipitation on sera exposé, tout ça. Mhm. Euh, Donc Ouais. pour des modèles, enfin pour de la structure de HTML simple, ça le faisait bien. Après, il a testé un peu sur Wikipédia. Wikipédia, ils font des cases dans lesquelles il y a 2 lignes. Ouais, les merges. Et donc là, ça a dessus, là. complètement tout cassé. Donc après, il s'est dit, je veux des XPath. Et au final, il s'est retrouvé à avoir un truc qui marchait bien. Par contre, voilà. Il a fait des tests pendant 2 jours, ça lui a coûté 25 €. Donc, pour avoir un agrégateur de données météo, utiliser une application de météo ou une API de météo. Ça se tient, ça se tient. Mais en vrai, il y a quand même des approches qui sont rigolotes. Genre, des fois, pour un domaine qui est appliqué à nous, la catégorisation de. Donc là, on prend des données météo, on les met en forme. Mais pour nous, pirates, prendre plein de sites, arriver à les catégoriser en similaires, pas similaires, probablement vulnes, techno qui ont l'air de dater d'il y a 20 ans. C'est assez sympa de pouvoir faire ça. Et donc, des fois, entre passer par le code qui crie des trucs qui veulent dire que c'est ancien, mais des fois, la visualisation aussi, juste forcer render, faire un screenshot et faire du perceptual age ou clustering visuel, ça marche pas mal aussi. Ouais, Parce alors là, comment dire, ça lui a coûté 24 $, ouais. alors qu'il faisait des tests sur du HTML simple, avec Pour peu de tokens. Comment ? Pour de l'image, ce serait plus, c'est sûr, on est bien d'accord. Ah oui, clairement. Pour de l'image, ça serait plus. Mais déjà là, c'était, il y avait beaucoup de tokens, alors que c'était un site. Il avait un set de données d'entrée qui était déjà restreint et ça lui a coûté tout ça en ça tokens. Vite, hein. Donc, tu sais, quand je faisais la partie tooling pour récupérer le sous-titrage fait par OpenAI, Whisper en local sur un site avec le GPU, mais reprendre tous ces tokens de sous-titrage 1 heure par 1 heure pour les envoyer par chunk de 5-10 minutes pour les faire chapitrer, tu relances le script quelques fois, bon bah voilà, t'as cramé 20 balles pour faire ton petit dev et ton système. Ouais. Tu manges ton non-salaire. Et du coup, conclusion... il a fait une petite app où tu peux mettre ton token OpenAI. Ouais. Et après, tu peux avoir ton petit web scrapper qui va sortir tous les XPath d'une page. Ça me fait peur. Ok, ça me rassure que ce soit down parce que. C'était up cet après-midi. Ah ouais. Oui. Ah, c'est pas de chance. Unlucky ça. GitHub, ils disent. Nana, et Webscraper. Il y a peut-être des screens. Ah, Streamlit. Oui. Donc Time aussi. Petit Docker. Ouais, non, le concept est rigolo, mais je me suis surtout dit le côté si tu mets ton token et derrière tu peux utiliser ton token pour demander de scraper des choses, c'est littéralement SSRF as a service, et c'est pas parce qu'on fait de l'IA qu'on se rend compte que le cloud a une metadata URL. Putain mec, j'ai appris que OVH avait une metadata URL quasiment la même nomenclature que AWS, GCP et tout. Ok, je savais pas. Voilà, et du coup bah par contre, il n'y a pas la V2, il n'y a pas le système de token, de handshake qui fait qu'en fait c'est un peu moins grave pour une sécurité. Là, t'as juste la metadata.
qui est peu documenté. On va avoir un non, JDR pentest qui est hébergé sur OVH. Non. Je n'ai plus de compte OVH depuis quelques temps. Allez, petit dernier. Ouais, petit dernier. Je pense que celui-là il va te plaire. La grépabilité est une bonne code métrique. C'est que des petits conseils pour nos amis devs et nous-mêmes quand on fait des petits devs. Pouvoir maintenir son code, c'est très cool et ça se passe aussi en ayant des noms un peu explicites. Par exemple, en fait là on voit un petit bout de code, getTableName, qui va faire une concaténation d'un argument avec un suffixe. Et en fait ça fait que quand nous on va aller chercher des vulnérabilités ou quand on va aller vouloir corriger un bug sur par exemple toutes les shipping adresses, quand on va faire un grand CTRL F ou un gros grep dans notre repo et qu'on va chercher shipping underscore adresse, cette ligne de code elle va pas apparaître. Alors que en théorie, je pense que tu vas être d'accord avec moi, mais elle devrait. Alors, je suis d'accord que ce code il est plutôt propre et moi c'est peut-être comme ça que j'aurais tendance à le faire. Mais si on veut être grépable, faut peut-être ici en tout cas plus bas. splitter la ligne en deux conditions parce que là c'est faisable, c'est pas n'importe quel pas string, un impact énorme tu vois. en perf ou autre, on voit même pas. Et puis là surtout dans ce cas de figure là t'as que la shipping adresse et la billing adresse et donc ça ajoute pas tant de lignes par rapport à ce que ça coûte pas beaucoup de lignes de code. Alors que si t'avais un truc libre. Table name égale shipping address ou billing address et derrière if truc retourne a or machin. Il y a quand même moyen de faire un grépable et concis. Là, je suis grave d'accord avec le point, mais la représentation est peut-être pas la plus sexy. Oui, c'est juste là c'est grépable. Si tu vas chercher tous les shipping adresses, là tu vas dans le premier cas tu vas pas le grep, dans le deuxième tu vas le grep. Ouais. Yep. Tu sais qu'est-ce qu'il y a beaucoup de bouts de code comme ça? Spip? N'importe quel framework fait en PHP. Mais en effet, là, Spip, il y en a où tu prends un paramètre qui va être concat à des choses, mais la valeur de la clé du paramètre dépend également d'un système de templating qui a été fait plus haut. Donc en fait, tu as une clé en get, donc clé valeur, une clé, qui, suivant par quel code passe t'arrives, va être formaté différemment et aura un espèce de triple symbole concaténé pour gérer une clé de paramètres qui sera lu derrière. Donc tu peux rien grep, tu peux même pas trouver les paramètres de l'application parce que les paramètres de l'application sont générés dynamiquement, quoi. Ah, comment tu audites une surface d'attaque aussi complexe. Nice. Ouais. Alors, same names for things across the stack, oui, forcément. Ah oui. Alors ça c'est vraiment cool. Alors c'est un peu plus bas. Enfin, ça c'est common sense, une évidence. C'est common sense, mais pas tant que ça. Quand une boîte grossit vite, genre j'étais donc il y a 3 ans beaucoup plus de ça, il y a 4-5 ans de ça, j'avais fait un passage à Datadog et c'était très cool. Et ils commençaient à mettre en place et à une force des guidelines pour appeler un chat, mais sur une codebase qui a 15 000 langages et 15 000 technos différentes. C'est du gros engineering parce que des mots-clés réservés, t'en as un paquet sur différents langages, des cases, t'en as qui sont adaptés à certains, pas à d'autres, mais tu veux quand même homogénéiser le tout, c'est... Excuse-moi, c'était là ou c'était... Non, c'était là que je vais t'amener. Ouais, flat is better than nested. Celui-là, je l'ai trouvé cool parce que c'est pas du tout ce que je fais. Moi, je trouve que la donnée duo, elle est beaucoup plus structurée. Pour moi, elle représente vraiment comment on souhaite qu'elle soit représentée dans notre base de données, si on a une base de données. Et ce qu'on a en bas, ça représente pas du tout la structure de la donnée parce que tu as un chemin d'accès. Mais au final, en réfléchissant à la logique, par exemple, si je dois trier toutes ces clés, tout ça, j'aurais pas besoin d'aller faire de la recherche récursive dans mes objets, d'aller chercher les valeurs de mes clés à l'intérieur de mes objets, tout ça. Et dans le deuxième cas, j'ai tout qui est à plat, j'ai juste à tout parcourir et à choper le nom qui contient, qui commence par hôte,
avec un enfant, login, etc. Agreed, mais elles ne sont qu'une seule face d'une même pièce. Je suis en train de préparer un bout de commande. On le rappelle, on fait un petit coup de i3 get tree juste pour avoir un gros JSON bien sympathique. JQ, on peut le gérer derrière avec du fast. Gron, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc pour avoir la représentation flat d'un JSON ou autre équivalent. Mhm. Une fois que vous avez ça, derrière on peut se dire que super, nous ce qu'on veut c'est que les windows. Donc on va faire un gros grep if window. Donc là on a que ce qui est des propriétés de window. Peut-être qu'on va prendre que les windows. Il y a un window name quelque part, title. Allez, window properties.title. Je ferai un truc très approximatif, que window title. Et derrière on peut fast gron -un gron. Et là on a un JSON et on peut le re-JQter. Et là, on est trop bien parce qu'on a que le JSON avec les trucs utiles. Qui a un format un peu chaotique, certes, mais il y aurait moyen de faire du JQ encore pour en faire quelque chose de chouette. Donc, n'ayez pas peur de flattener et unflattener la donnée pour juste avoir un truc lisible et pas vous perdre dans le bruit Ouais, quand il y a trop alors de choses. là en l'occurrence c'est dans le format gron, mais si t'as un objet inline dans ton code, c'est pas pareil que d'avoir un fichier JSON qui est séparé et que tu peux manipuler librement comme ça. Oui, mais l'objet que tu manipules va impliquer un peu les trucs sur la forme aussi, je suis d'accord. Enfin là, la représentation JSON, tu peux grepper dans ton code, mais si t'as des JSON, il n'y a rien qui t'empêche de faire un coup de bâche kung fu à base de find all.json, pipe xargs jq, pipe des greps, des choses. C'est Ouais, mais là dans le premier cas, Ouais. si moi je cherche tous les titles qui appartiennent à un objet register, le grep ça va pas être le même que chercher register.title. Ce sera pas un grep, il faudra l'outil adéquat. Mais en même temps, avoir l'outil adéquat quand t'as la structure qui est adéquate, je veux dire là, c'est pas agréable à lire. Tu vas grepper bien dedans, mais quand tu vas passer avec ton œil d'humain, tu vas peut-être un jour faire une typo là et t'en rendre compte 4 jours plus tard et être triste, alors que là, t'as la clé une fois. Si t'as une typo à un endroit genre là, tu vas impacter directement tous les champs et ça va te hurler dessus tout de suite, alors que là, tu peux avoir juste un field. Je sais pas, il faut aussi dire que c'est plus résilient. Tu peux pas tout péter d'un coup. Ok, je trouve juste ça pas joli, voilà. Mais ça peut être pratique. C'est moins joli. Ouais. Ça compte de manipuler des technos qu'on aime bien. Donc si t'as un truc qui te convient pas devant la tronche pendant 10 heures par jour, bon. Mais. De toute façon, ça fait partie des règles de Python. C'était pretty is better than ugly. Enfin, tu sais, t'as les 20 règles, là, les Python Zen 20, je sais pas quoi. Ouais. Tu veux qu'on fasse un tour dessus? Non, j'y suis repassé récemment. Ok. Mais il y avait pretty is better than ugly, et là, effectivement, Ça, je suis tellement d'accord. Avoir des filenames composés plutôt que plein de petits filenames qui disent qu'une seule chose. Parce que sinon, tu cherches dialogue, t'en as 15 000 et t'es obligé de regret derrière ou faire filter plus un caractère inutile. Alors que de toute façon, t'as. Quand pour le fuzzy find dans VS Code, dans Vim et autres, incroyablement mieux d'avoir cette approche. Donc le petit camel case. C'est directement un truc, on dit quoi sur quel composant et c'est dans le file name, pas dans le full name. Même dans find, pas avec Telescope, mais même dans find, ça te force à faire un find-e-wall name plutôt que e-name. Tu vas gagner des secondes de vie en tapant pas wall à chaque fois. Et ça. Telescope, ça te parle? Non, pas du tout. Si on va sur LBT, qu'on fait ça, on peut dire un truc genre bat de CTRL-T pour télescope, et derrière tu peux fuzzy find dans tous les sub-files et répertoires de là où on est. Donc si on veut par exemple la partie qui gère une que j'ai fixée pas longtemps, nos machines, tu fuzzy find ta recherche et t'es dedans. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pratique. Assez chouette. Ok, j'enchaîne, je pense. Choup. Un petit article de Doyen Sec qui continue à être relativement productif. Des petits outils, des petites techniques sorties derrière les fagots. Donc de la client-side pass traversal qui est la cousine du pass override. Est-ce que c'est pareil? Non, c'est pas exactement pareil. Toujours est-il, ils expliquent qu'il y a moyen même quand on n'a pas vraiment de XSS,
de changer juste une petite passe traversale en submettant un pass qui va être réutilisé plus loin pour avoir des flows sympas. Donc en fait, ça passe de je vous envoie un lien ou je fais en sorte que quand vous visitez un lien, une image soit chargée, donc trigger littéralement du C-surf, mais que dans les paramètres, il y ait un peu de passe traversale, ou un autre moyen pour le reach, mais choper un passe traversal in fine. Les sources, URL fragment, donc c'est après le dièse, URL query, donc après le point d'interrogation, parameters, que les valeurs vous connaissez, data injected in database, oui, et il me semble qu'il y a des trucs en plus. Pour moi, on pourrait mettre post, parce que s'il y a des cores qui sont pas bien gérés, on pourrait très bien imaginer que en visitant le site Synclosure, je te fasse rediriger avec un form qui s'auto-submit vers un site externe au mien, qui ait des configurations cores flinguées, et que du coup, toi, tu fasses un post dedans, et tu pourrais quand même avoir un paramètre en post en tant que source pour un potentiel pass override, enfin pass traversal. Et Sync, ils en parlent un petit peu, mais globalement, prenez tout ce que vous pouvez, et dès que ça va prendre vos paramètres pour les réutiliser derrière, des choses sympas à faire. Et donc, le flow intéressant, la manière, à mon sens, qui rend l'article assez limpide, c'est ça. C'est très cher Drive, je t'envoie un petit get avec un bout de ID plus du pass traversal. Il est pas check, il est pas enforce, il est pas casté. Et je t'envoie ça sur. Donc, je t'envoie un lien, quand tu le cliques, tu submits cet endpoint. Cet endpoint va rien faire parce que c'est pas vraiment la bonne valeur. En revanche, il va t'envoyer une réponse qui, plus tard, par ton front-end à toi, va être réutilisée pour en ce coup-ci être concat d'une manière et faire un repass traversal. Et plutôt que de te faire taper sur autre chose, bah là tu vas aller taper la partie que j'avais mis en DB qui m'intéressait, ou en gros je te fais consulter un article. L'article a des pièces jointes. J'ai fait en sorte que dans les pièces jointes, il y a un nom de fichier qui s'appelle ./ reset password. Voilà. C'est joli, c'est clair, c'est net et précis. C'est comment une C-surf peut aller faire des attaques, des exploits un peu avec état, avec différentes steps pour avancer. Et ce sans XSS. Donc c'est cool. L'idée est vraiment chouette et ils ont fait une petite extension pour essayer de détecter ce genre de pass-trap, donc sûrement avec du canary qui est vérifié en reflect. C'est peut-être pour ça qu'il a pas mis les données post. C'est peut-être justement parce que tu pars d'un truc qui est stateful et qui est pas forcément réutilisé dans le post, à moins que ce soit de la web app qui fasse toute seule du post, tu vas peut-être l'avoir plus facilement quand même, plus dans tes paramètres ou non. Pour moi, tu peux l'avoir des deux côtés, vraiment. Si j'ai sur le site Synclosure, j'aurais pu mettre un form contact qui, quand tu le remplis, va faire un post sur un Firebase qui a dit je suis ok pour recevoir des posts même s'ils viennent de n'importe où sur le monde. Du coup, le post peut être un point d'entrée et derrière tu te prends une redirection avec un paramètre en get qui réutilise les inputs du post, mais après avoir été manipulé, et du coup, bis nouveau. Avec plaisir pour le replay, pour le stream, toujours très très cool. Un plaisir. Merci à vous d'être là parce que sans vous, on aurait des choses à dire mais personne pour les dire. Donc, cœur. Vous tous. Voilà, en tout cas, strat sympa. Vraiment, le truc à garder en tête pour moi, c'est que ça mimique le comportement d'un utilisateur qui ferait des clics les uns après les autres, successifs, mais via full C-surf pour aller trigger une XSS plus tard, ou XSS au début pour trigger une C-surf dans un contexte plus intéressant. C'est du tricot en front-end. C'est un peu comme un mix entre Misu qui fait full front-end et moi qui fais le tricot. C'est une horreur. Mais c'est bien. Alors, Flat Security, en avais-tu entendu parler? Absolument pas. Eh ben moi non plus, il y a beaucoup trop d'entreprises qui font de la cyber. Mais en tout cas, le gars, je passe écouter les auteurs, donc Ryotak, a fait un papier assez chouette. C'est quelque chose qu'on connaît, qu'on sait qu'il est possible, mais il a sorti le POC et il a dit j'ai repris la recherche et je l'ai fait. Et c'est trop cool parce qu'une fois de plus, c'est pas tout de savoir que ça existe, mais avoir une implème, c'est chouette. L'idée, c'est que James Cattle avait dit on va pouvoir maltraiter un peu la machine à état de certains back-end web, et donc ça marche pour aussi tout un tas d'autres clients, en allant leur faire des race conditions ultra vénères, et pour ne pas être assujetti au jitter du réseau, donc au fait que des requêtes vont arriver vite, moins vite, des fois recompactées à la fin parce qu'il y a eu un problème, des fois réémises parce que ça n'a vraiment pas voulu. Là, on va envoyer plein de choses, et derrière, on va se débrouiller pour en plus retenir un paquet TCP, donc soit mettre plein de requêtes dans du TCP via du pipelining, du HTTP2, etc. Soit mettre une grosse frame pour
mettre plein de requêtes, mais vraiment ce qu'on appelle dans une jumbo frame, soit là il y a des strats encore plus vénères où ils vont aller jouer sur la fragmentation des paquets TCP et la concurrence des backends en même temps. Et donc l'idée c'est qu'il dit avant on pouvait faire... James Cattle il arrive à faire du 20-30 requêtes en quelques millisecondes. Et là l'idée c'est que pour un exploit il avait besoin d'en faire 10 000. That's a lot of requests. On sait qu'il y a une limitation à 1500 bytes, donc déjà tu fais pas rentrer 10 000 requêtes dans un truc où elles pourraient même pas faire un byte chacun. Ça marche pas très bien. Et en revanche, on peut quand on arrive à avoir des frames TCP plus grosses. Et il y a un truc pour faire ça, ça s'appelle, spoil, on l'a dit, la fragmentation que voilà. Et il faut aussi tricoter un peu avec les différents routeurs sur la route pour pas avoir de MTU qui cassent tout ça. Ou en tout cas, s'il y en a entre tout ça, faire en sorte que le dernier paquet qu'on envoie soit quand même celui nécessaire pour que le serveur remote ait attendu le dernier paquet qui est en fait le tout début du message pour dire « Ah, ça y est, je peux reconstituer en entier et commencer à le traiter. » Parce qu'on ne peut pas commencer à traiter une réponse. Si j'ai un début de flux, je peux commencer à traiter le début de flux en attendant la fin. Si j'ai plein de données qui arrivent et que j'ai que la fin, le début va avoir trop d'impact, donc je vais être obligé d'attendre d'avoir ce premier byte quitte à attendre très longtemps. Et dès qu'il arrive, bam, toutes les requêtes se font déclencher d'un coup. Donc il explique en jouant sur la trame, sur l'ordering des paquets, par ordonnancement, eh ben on peut se débrouiller. Bon, c'est vraiment juste tout ça pour dire on envoie j'abuse un peu, mais tout ça pour dire on envoie le premier paquet utile en dernier, time-wise. Et la partie, les différents back-ends proposent un système de max concurrent streams, ce qui veut dire que même si on a envoyé 10 000 requêtes, eh ben, il n'y aura que 100 ou 200 ou plus requêtes qui seront traitées en parallèle. Apache et autres ont des seuils assez bas, tel qu'il le dit Apache Nginx Go, assez bas par défaut. En revanche, la RFC dit faut pas de limite à la concurrency, don't worry, it's gonna be fine. Et voilà, donc it's gonna be fine, en fait, mensonge, on peut faire des grosses race conditions bien volantes. 10 000 requêtes, 10 000 requêtes, c'est un token EFA qui saute instant. Attends, je bug. Si on dit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça veut dire qu'on aurait 1, 2, 3, 4... Oui, non, c'est ça, c'est du 10 puissance 6, c'est du million, donc non, il faudrait plus... Enfin, si on en a 4, 4 c'est 1000 combinaisons, c'est 10 000 combinaisons. Ouais, c'est ça, tant que c'est du token à 4 chiffres, à supposer que ce soit vulnérable à cette attaque-là, eh ben, OSEF le rate limit. Si c'est la rate limit server-side et pas côté applicatif, on va pouvoir dire zouzou, tu dégages petit reverse proxy et taper ça d'un coup. Donc dommage, embêtant. Et donc il a fait un peu ses tests côté cloud et il a surtout sorti le tool First Sequence Sync RC Pin Bypass avec un POC. Bon, c'est pas de la README FIA, mais l'article est là, donc ça va. Et client et mail.go, IP port amount ID, voilà. Donc il a un outil qui permet de faire un test de backend, il me semble. Non, pas du tout, c'est du Scapy, ça. Vu la tronche que ça. C'est clairement du Scapy. Oui. J'aurais pu regarder les imports. C'est carrément du Scapy. Donc il a du Scapy, et du coup la partie Golang, elle fait une pull connection pour du Postgre, fail to inherit pin, fail to insert de pin. Ok, en Golang c'est son MS de test pour qu'il puisse choper un gros burst, et derrière en Python c'est son test Scapy pour pouvoir forger les paquets et faire ça. Voilà, c'est cool, il y a un POC, il y a de quoi tester, il y a de quoi améliorer, parce qu'il en parle aussi dans l'article. Grosse limitation actuelle de cette recherche, il a fait l'implème pour HTTP, mais il a dit, c'est compliqué le HTTPS, ce serait bien que quelqu'un fasse le support. Bon, je pense que c'est le truc où on dit ouais, ce serait bien de le faire, et qu'il y aura plein de dragons qui se cachent sur la route parce que tu auras des systèmes de, je sais pas, time max, de données chiffrées en one shot en même temps, et... que sais-je. Et voir un sacré paquet de choses. Sapi qui dit oui, tu as raison, ça doit se trigger avec du post. Je pense que ça marche aussi avec du post, du put, du delete. Ça mange des paramètres, ça peut se faire reflect. C'était l'article avant. Ouais, je répondais à celui-là aussi. Non, là on est niveau TCP pour la partie envoi de requêtes concurrentes, donc on passe avec tout, et du pipelining. Des requêtes bout à bout. Alors, X. Ah putain, en plus c'est Nubo qui nous a demandé si on en parlait. Et je lui ai dit oui, et en fait oui on en parle, mais un peu tard. Mais il est parti. Terrible.
Alors, Your AI Powered Excalibur in the Cloud. Je sais pas trop où ils ont mis l'AI, honnêtement, je l'ai poké cet outil en tant que simple utilisateur et j'ai été relativement convaincu. Ça a des promesses telles que la preview de JSON, de queries GQ, système de timing pour votre shell, système de computer vision et de tout un tas d'autres choses. Globalement, un truc que j'ai bien aimé, c'est que ça gère de l'autocomplétion de plein de choses et de l'installation de tools on the fly. Je m'explique, je l'ai installé tout à l'heure. Install. Y arriver. Install, que voilà, ils ont un website, un petit peu de doc. Ils ont un petit eval de curl de quelque chose. C'est scary. On trust. C'est pas plus choquant qu'aller faire. C'est un peu plus choquant que faire un petit install parce que c'est des repos qui ont été trustés at some point. Mais bon, en soi, il y a un outil, il y a un GitHub, il y a une grosse commu. C'est mes risques. Je suis mon propre employeur, je sais ce que je fais, il n'y a pas de problème. Du coup, une fois qu'on fait ce petit curl install, derrière, on est bien, on a du tooling à tester. J'ai quand même dû le faire 2 fois parce que l'install a sauté une fois parce que j'avais un alias sur la commande X, donc ça avait pété le tool. Anyway, X tab. Une fois que ça a été installé, ça nous propose tout un tas d'outils qu'on pourrait utiliser. Si on fait juste X, ça invoque le tool qui nous dit quel tool on peut sélectionner derrière. Donc là, on pourrait aller dire, je sais pas, qu'est-ce que vous voudrez, hashtop, par exemple. Oh, c'est hashtop. Bon, en tout cas, ça fait l'autocomplétion sur tous les subtools qui sont gérés. Mais ça fait l'autocomplétion de sub-options. Donc en fait, si vous avez 2-3 outils avec des autocomplétions pétées, c'est un premier quick cheat sheet ou quick hit avec toutes les options qui ont été résumées. Donc je pense qu'ils ont fait une passe d'IA sur le man de tous les outils plus vérifier l'output pour que ce soit sympa. Et donc, bah, c'est pratique. Je sais même pas si j'ai l'autocomplétion. Voilà, hashtop, j'ai pas d'autocomplétion. X hashtop, ça me propose des options utiles, alors que je suis sûr que man hashtop, des options, il y en a 15 millions. Il y en a quelques-unes. Toujours est-il, ça fait le café. Et il y en a quand même un paquet. Donc si on run du XJQ tel que suggéré, Open Display, faut voir qu'est-ce que ça fait ça. Mais l'idée, c'est que c'est une boîte. Il y a 15 000 tools dedans. Vous pouvez regarder un peu qu'est-ce que ça installe, comment. Rep and exploit JSON data, yes. Alors, on va juste reprendre le MSG de tout à l'heure. Get tree pipegq qu'on va mettre dans sample.json. Et donc, si on reprend notre xjq rep de sample.json, donc il nous chope un YQ, peut-être parce qu'il veut mieux. Donc on commence quand même à avoir un système où on a plein de tools qui font des macro-tools. On a présenté C14 quand gère plein, il y a ASDF, Mise et d'autres qui sont compatibles. On a les venv, les pienv, les virtualenv, il y a plein de choses. Anyway, point, on sélectionne tout. Si on dit point crochet, en effet ça fait de la preview et on a ça. Et on a par exemple, je sais pas, je pense qu'il y a quand même beaucoup de valeurs. Je dézoome un peu On peut scroll. Ok. Donc point de nodes. Ok, celui-là, je pense que je vais clairement très vite l'adopter. D'ailleurs, on peut voir les nodes, on pourrait choper le premier. C'est pas mal fait. Ça manque juste d'un petit truc de recherche. Parce que le buffer d'output, il est quand même pas très grand. On ferait pouvoir toggle des fields. Un peu comme JLS. Alors, Gin ASDF, c'est formidable dès que tu fais quoi que ce soit qui touche à de la JVM. Alors, pour du Java pur, SDKman fait le taf. Et sinon, SDF est bien, mais chef va voir mise. C'est ASDF en Rust en plus rapide avec plein de features dedans. Et quand les plugins ASDF sont un peu claqués, ils sont améliorés et mergent dans le corps de mise. C'est. À voir. C'est plein de cœurs qui vont rentrer dans ta vie, et des paillettes. Je crois qu'il y a même des épisodes sur YouTube. Il paraît qu'il y a des gens qui font du contenu là-dessus. C'est vrai. Peut-être même avec le créateur, enfin. Hop là. Hop, Nalou, tout. Il n'y a pas un truc qui vous a géré des répertoires, cette chose-là? Ou alors c'était XFD? Merde, j'avais fait des tests à l'heure qui m'avaient convaincu, donc ça on n'en veut pas. XPath. C'est ça? XPath? C'est une espèce de petit file manager. Non, ça c'est voilà, manager de variable pass, mais en interactif. Donc pourquoi pas? Ça te dit qu'est-ce qui est où. XLS, peut-être c'est XLS que j'avais testé qui m'avait fait rire.
Ouais, voilà, t'as un espèce de ranger intégré pour te balader dans ton architecture, et derrière tu peux browse, tu peux jump, tu peux open, tu peux... Non, il veut pas open. Ça, c'est Chef, marrant. il faut open. Allô? Ah! Non! À l'aide. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Ouais, je vois pas mon default éditeur sur Nvim, d'où la surprise. En tout cas, voilà, il y a plein de trucs, et vraiment, quand je dis plein de trucs, c'est que ça va gérer du Oyama, ça va gérer du... je sais pas, système de package manager, système de notification, de plein de choses. Ah, kill. Vous avez marre d'oublier le nom des signaux? Un système de listing interactif pour derrière choisir lequel on va envoyer à qui. Pas mal quand même. Genre sleep. Ouais, sleep 9999. Bam. Derrière on met un petit X kill de L. On veut vraiment le kill, donc on peut prendre le nom des signaux. Et j'ai oublié de mettre... peut-être quand même à mettre un pgrep sleep. Hop. Finalement c'est là où je bute mon VS Code. Pas du tout. Ça marche pas. C'est frustrant. Pourtant il le trouve. Kill L de machin. Ou focus, next review, cherche filter kit. Kill by kill, oui. Non, bon. Fail de démo. Mais en tout cas, tout assez récent et intéressant. Ça sort des trucs, c'est lisible, c'est interactif, c'est assez agréable. Je me demande juste